Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom, ceux qui ne me connaissent pas, mais d'après moi, à peu près tout le monde me connaît maintenant. Donc, François Proulx, je suis professeur associé à la chaire de recherche sur l'eau potable à l'Université Laval. Je travaille aussi à la Ville de Québec avec la communauté métropolitaine à titre de spécialiste en eau potable. Et je tiens aussi à souligner la présence de Manuel Rodriguez, qui est professeur titulaire à l'École supérieure aménagement et développement régional et titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Donc, je vous remercie d'avoir répondu nombreux et nombreuses à cette invitation de la Chaire pour cette 10e visioconférence de la programmation de l'hiver et du printemps 2021 qui va se poursuivre la dernière conférence le 9 juin prochain. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les règles de fonctionnement. Donc, on vous demande de garder vos micros et caméras fermés durant toute la durée de la conférence. La conférence devrait durer environ 30 minutes, plus ou moins, après laquelle nous prendrons des questions des participants et participantes. Et puis, à ce sujet, je vous invite à utiliser la fonction clavardage de Zoom. Aussi, si vous voulez prendre parole pour parler directement à la conférencière, il n'y a pas de problème, mais vous me l'indiquez, s'il vous plaît, par le même moyen, là, le clavardage. Par la suite, je vais reléguer les questions à la conférencière. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Isabelle Lorion. Donc, Isabelle est limnologiste et professeure à l'INRSO Terre Environnement à Québec. Et elle se spécialise en biogéochimie et en bio-optique et en écologie aquatique. Elle étudie les écosystèmes arctiques depuis près de 30 ans et en particulier les petits écosystèmes lacustres associés au dégel du pergélisol. Elle s'intéresse au rôle de la matière organique dissoute dans les écosystèmes aquatiques arctiques, à ses effets sur la température de l'eau, la stratification thermique et la disponibilité en oxygène et en lumière. Ces facteurs influencent la production de gaz à effet de serre par les lacs et les rivières, en plus de jouer un rôle sur certains services écologiques. Avec son équipe et ses collaborateurs, Mme Lorion développe des outils optiques permettant d'étudier les fleurs d'eau d'algues de cyanobactéries et plus récemment des outils en lien avec la qualité de l'eau potable dans les communautés nordiques. Donc, justement, aujourd'hui, c'est dans ce contexte qu'elle nous présente son projet sur l'utilisation des fluorimètres de poche dans la détection précoce des cyanobactéries et de la matière organique dissoute comme précurseur des produits de désinfection. Donc, Isabelle, je te laisse aller. Oui, merci François pour cette invitation. Aujourd'hui, je vais vous présenter essentiellement les résultats préliminaires du projet de maîtrise de Camilo Herrera. C'est une étude qui s'insère dans un projet que nous avons intitulé IMIC, qui signifie eau à boire en Inuktitut. C'est un projet qui est financé par les fonds Nouvelles Frontières en recherche, qui a été initié par Jérôme Comte, et qui implique aussi une autre étudiante à la maîtrise, Marie-Ange Moisan, et plusieurs collaborateurs, dont Stéphanie Guillerme, Manuel Rodriguez, Caetano Dorea et François Guillemette. Donc, avant de vous parler des fluorimètres de poche, je vais vous présenter les motivations qui nous ont menés vers ce projet. Donc, depuis quelques années, les études montrent que les lacs brunissent en Amérique et en Europe du Nord. Il y a une étude sur les lacs en Suède qui projette qu'il y aura une augmentation de la matière organique dissoute par 30% d'ici 2030. Et la matière organique dissoute, eh bien, elle joue de multiples rôles dans les écosystèmes aquatiques. Notamment, ça affecte la disponibilité en lumière. Quand il y a beaucoup de matière organique dissoute, la disponibilité en lumière est grandement réduite. Il y a également, la matière organique dissoute a également des effets sur la stabilité thermique. Elle augmente la stabilité de la colonne d'eau qui génère une stratification et donc isole la masse d'eau au fond qui va voir les concentrations en oxygène diminuer dépendant de son état trophique et donc va causer potentiellement de l'anoxie au fond. Un autre effet qui est important, c'est le fait qu'il y a une augmentation des éléments nutritifs dans les écosystèmes reliés à ce brunissement des eaux.
ce qui va avoir pour effet de stimuler la production biologique, la productivité, les producteurs primaires, le fait qu'il y ait plus de matière organique dissoute. Je vais aller chercher mon pointeur. Donc, on voit ici que jusqu'à un certain point, l'augmentation va stimuler la production de biomasse, mais lorsqu'il y en a trop, plus encore, eh bien, la production, il va y avoir une diminution de la productivité, étant donné l'effet sur la disponibilité en lumière. Donc, la matière organique dissoute a un impact sur le fonctionnement des écosystèmes. Si on parle de systèmes de faible concentration en matière organique dissoute, on parle d'un système donc, où il y a beaucoup de lumière, moins de nutriments, plus de mélange, plus d'oxygène, une colonne d'eau plus oxygénée et généralement peu de gaz à effet de serre produit. Et donc, on parle d'un système qui est plutôt qui est qualifié de autotrophe. Alors que pour les systèmes où il y a une forte concentration en matière organique dissoute, à l'autre extrême, on a faible abondance en lumière, des nutriments plus élevés, ce sont des systèmes très stratifiés avec un fond anoxique, beaucoup de gaz à effet de serre produit et un système qui est dit hétérotrophe. Donc ça affecte le fonctionnement et donc le réseau alimentaire. Une des conséquences qui est importante d'une hausse de matière organique dissoute, c'est son effet sur l'habitat des poissons et tout particulièrement l'habitat des salmonidés qui ont des besoins en éclairement, en lumière, en disponibilité de lumière pour son mode d'alimentation. Il ne vit pas très bien dans les conditions où il y a beaucoup de chaleur, où l'eau est très chaude, ou encore ont des besoins en oxygène plus importants que d'autres espèces de poissons. Donc, la hausse de matière organique dissoute peut restreindre l'habitat des salmonidés. La matière organique dissoute interagit avec le climat pour générer des conditions qui peuvent favoriser l'importance de la formation de fleurs d'eau d'algues en général et potentiellement de cyanobactéries. On voit ici cette étude qui montre que le nombre de fleurs d'eau rapportées en Ontario a augmenté de 1994 à 2009 de manière très importante. Des fleurs d'eau, notamment de cyanobactéries en noir, mais aussi de chlorophytes ou de chrysophytes. Les études tendent à démontrer que les changements climatiques vont favoriser ou favorisent notamment les cyanobactéries parce qu'elles génèrent des eaux plus chaudes en surface, une colonne d'eau plus stable, donc les espèces qui sont capables de migrer dans la colonne d'eau sont favorisées. Ça va causer l'anoxie au fond qui peut générer un relargage du phosphore vers la colonne d'eau, des charges en phosphore interne. Si on est dans une région où il y a plus de sécheresse générée, plus de sécheresse en général, mais le temps de résidence de l'eau va être plus long, ce qui aussi sont des conditions qui favorisent les fleurs d'eau de cyanobactéries. Et la saison de croissance va être plus longue, l'hiver plus court. Il y a aussi des études paléolimnologiques qui montrent que les cyanobactéries progressent dans le temps. Et également qu'on observe de plus en plus souvent des fleurs d'eau automnales. Et de manière anecdotique, on a observé des fleurs d'eau même dans le nord, dans l'Arctique ou dans les régions subarctiques, par exemple au Grand Lac des Esclaves. Il y a une étude également qui montre par une approche expérimentale et des observations sur le terrain que l'augmentation, le brunissement de l'eau en parallèle avec le réchauffement climatique, la hausse de température de l'eau, va agir de manière synergétique pour favoriser microcystis. Donc, et ça a été démontré là, dans un lac eutrophe peu profond en Suède.
Donc, bien entendu, on a besoin de valider si effectivement il y a une plus grande importance des fleurs d'eau dans les régions nordiques et arctiques. Ça reste à démontrer. Un autre facteur, je m'approche tranquillement de mon sujet, du sujet de la conférence aujourd'hui, la matière organique dissoute est un facteur important à considérer dans la production de l'eau potable parce que la matière organique dissoute est un précurseur des sous-produits de désinfection lorsque la chlorination de l'eau est appliquée. On voit ici dans cette étude que pour une étude sur des petits systèmes de production d'eau potable au Québec, que la production de SPD, de sous-produits de désinfection, était corrélée avec les variations dans la concentration en carbone organique dissous dans l'eau brute. Or, pour ce qui est des écosystèmes arctiques, nordiques, subarctiques, il y a une grande quantité de carbone qui est entreposée dans les sols, qui s'est accumulée au fil des millénaires dans le passé, lorsque le climat était plus favorable et ensuite a été emprisonné dans le pergélisol. Et maintenant, avec le dégel du pergélisol, ces stocks de carbone sont tranquillement mobilisés vers les écosystèmes aquatiques. Et donc, on observe, là où il y a dégel et une érosion du pergélisol, ça crée une hausse de la matière organique dissoute dans les systèmes aquatiques. Donc, dans le Nord, les conséquences de la hausse de la matière organique dissoute, les inquiétudes qu'on a, c'est que les systèmes deviennent plus stratifiés, donc plus chauds en surface, plus froids au fond, qui a aussi des conséquences sur la production de gaz à effet de serre. L'anoxie prolongée, au fond, va faire qu'il y aura plus de gaz à effet de serre émis sous forme de méthane plutôt que de CO2. Donc, ça c'est des conséquences importantes pour le climat de la planète. Et également, une perte potentielle d'habitat pour les salmonidés, une hausse potentielle de fleurs d'eau de cyanobactéries et une hausse potentielle de formation de sous-produits de désinfection. Donc, c'est donc sur cette base qu'on a initié ce projet et la question générale qu'on se pose, c'est comment le brunissement des lacs et des rivières influence la qualité de l'eau potable dans les communautés nordiques. Ça implique la maîtrise de Marie-Ange Moisan et de Camilo Herrera. Et les objectifs sont plus spécifiquement d'étudier la qualité microbienne, donc phytoplancton, bactéries, virus, de l'eau potable de la source au robinet et évaluer comment la matière organique dissoute affecte ces patrons. C'est d'analyser l'effet du brunissement, autant en qualité qu'en quantité de matière organique dissoute, sur la formation des sous-produits de désinfection. C'est de tester le potentiel des fluorimètres de poche comme un outil d'alerte précoce pour quantifier les cyanobactéries, la matière organique dissoute et les sous-produits de désinfection. Et c'est d'établir avec les communautés un protocole d'utilisation adapté pour ces outils d'alerte précoce. Donc, voici les communautés où l'échantillonnage est ou a été ou sera réalisé. On a au territoire du Nord-Ouest la communauté de Fort Good Hope. On a au Nunavut Pond Inlet, Mitimatalik, Taloyoak, Baker Lake ou Komanituat. On a Cambridge Bay bientôt dans la suite. On a Salouit, Kangiqsualujjuaq et Unuyak, qui sont des communautés donc au Nunavik et dont l'échantillonnage est réalisé en collaboration avec l'équipe d'Emmanuel et Stéphanie. Donc, on veut faire un portrait de la source au robinet. Donc, la source peut être autant un lac qu'une rivière. Et les traitements pour produire l'eau potable, parfois, rarement incluent la coagulation. C'est le cas de Fort Good Hope, mais généralement, il n'y a que traitement UV et la chloration. Et donc, on échantillonne l'eau brute, l'eau dans les réservoirs s'il y a une usine de traitement.
après chloration dans le robinet public, s'il y en a un, dans le camion de distribution, parce que dans le Nord, l'eau est distribuée par camion, bien souvent, et dans les robinets des maisons. Et donc, on fait un portrait sur la qualité chimique et microbiologique de l'eau. Donc, voici les résultats préliminaires rassemblés ici dans une figure où on voit la concentration en sous-produits de désinfection dans les différentes communautés, Fort Goudeau, Baker Lake, Taloyoak, Mitimatalik, Saluit et Kangetsu-Alujouak. On voit ici les recommandations de Santé Canada dans l'eau au robinet. Et donc, vous pouvez voir que les acides alloacétiques et les trihallométhanes sont proches ou supérieurs aux recommandations pour les communautés de Baker Lake et Fort Goudeau, alors que dans les autres communautés, les sous-produits de désinfection sont inférieurs aux recommandations ou encore indétectables dans le cas de Saluit et de Kangetsu-Alujouak, qui est certainement lié au fait que la matière organique dissoute est plus faible dans ces communautés et aussi que la dose de chloration est plus faible. On voit ici les concentrations en carbone organique dissous qui sont présentées pour l'eau de la source au robinet, mais donc on voit que pour ce qui est du territoire du Nord-Ouest et au Nunavut, les concentrations sont relativement élevées, alors qu'au Nunavik, dans les communautés pour lesquelles je vais venir ici maintenant, les concentrations étaient quand même pas mal plus faibles. Mais l'équipe de Stéphanie et Emmanuel ont observé que la chloration aussi était très faible au robinet. Et ils sont en train d'ailleurs de travailler sur une optimisation de la chloration à Kangetsu-Alujouak. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enlèvement de la matière organique dissoute avant la chloration est rarement effectué dans les communautés nordiques et donc les infrastructures ne sont pas encore existantes pour appliquer une coagulation. Il faut comprendre aussi que la matière organique dissoute, c'est une grosse soupe complexe. Donc, ce n'est pas juste une question de quantité de matière organique dissoute, mais aussi de qualité de la matière organique dissoute. Donc, si on parle de l'ensemble de la matière organique dissoute, on peut la quantifier en quantifiant le carbone organique dissous par analyseur carbone organique total. Mais un sous-ensemble, il y a seulement une fraction de la matière organique dissoute qui est chromophorique, donc on dit sédum, donc cette matière chromophorique qui donne une couleur à l'eau et qui est dosée par spectrophotométrie en faisant des spectres d'absorption. Il y a encore une sous-partie de ça qui est de la matière qui fluoresce, donc qu'on qualifie de FDOM. Et donc, cette matière qui fluoresce, on peut la quantifier par des spectres de la fluorescence matricielle, des matrices d'excitation-émission, et dont les composantes, on peut les extraire par une méthode de Parafac qui nous aide à caractériser beaucoup plus en détail la matière organique dissoute. On peut aussi la doser avec des fluorimètres de poche. Et donc, voilà, les fameux fluorimètres de poche Aquafluor. Donc, ce sont des fluorimètres de poche de la compagnie Turner Design pour lesquels nous avons opté. On en utilise deux, parce qu'il y a 2 canaux par instrument. Donc, il y en a un qui mesure le FDOM et la turbidité. Et l'autre mesure la chlorophylla et la phycocyanine in vivo. Et donc, vous voyez ici une matrice d'excitation-émission de fluorescence que j'ai placée ici, que j'ai pris sur le web. Mais j'ai mis ici la fenêtre, donc vous imaginez bien qu'un petit fluorimètre de poche utilise des LED et que j'ai indiqué ici pour les différents canaux, et des filtres à bande passante pour
restreindre le signal à la composante optiquement active qui nous intéresse. Donc, ici, j'ai indiqué de manière approximative la région qui va être vue par le fluorimètre, par le détecteur. Donc, vous voyez ici, dans cet exemple, qu'il y a certaines composantes qui ne seront pas du tout vues par le fluorimètre et qui peut-être jouent un rôle dans la formation de la SPB. Donc, c'est un peu ça qu'on a derrière la tête lorsqu'on veut exploiter l'aquafluor, mais où on va aussi faire en parallèle des mesures de fluorescence matricielle pour comprendre un peu mieux ce que le fluorimètre voit ou ne voit pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer si la qualité de la matière organique dissoute va affecter la précision de l'aquafluor pour quantifier la MOD. Si l'aquafluor est fiable pour quantifier les cyanobactéries lorsque, par exemple, la matière organique dissoute augmente ou la turbidité augmente. Est-ce que c'est possible de simplifier la procédure de calibration pour les communautés et est-ce que finalement les aquafluors peuvent être utilisés comme un outil de détection précoce pour quantifier la matière organique dissoute, les cyanobactéries et les sous-produits de désinfection et quelles sont les limites de cet instrument, dans quelles circonstances on peut les utiliser. Donc, résultats préliminaires, on voit pour l'ensemble des communautés qu'on a échantillonnées en 2019. Ici, j'ai mis l'absorption à 320 nanomètres comme un indicateur de la quantité de la matière du sédum. Et on voit que la réponse de l'aquafluor du canal FDOM répond très bien à l'augmentation du sédum. Ici, cette fois, j'ai mis la concentration en carbone organique dissous. On voit les mêmes communautés en brun ici, auxquelles j'ai ajouté un ensemble de lacs qui a été échantillonné, qui ne sont pas des sources d'eau potable, mais près de Fort Goodall, qui ont une plus grande concentration en carbone organique dissous. Et on voit que la relation tient assez bien, une certaine variabilité qui certainement est reliée à la composition dans la matière organique dissoute. Donc, c'est très prometteur. Pour ce qui est du fluorimètre pour la biomasse, d'abord, je vous présente ici pour les 6 communautés quelles étaient les concentrations en chlorophylla, la biomasse qu'on a observées dans les eaux recueillies. On voit que c'est très, très faible. Et bon, c'est ce qu'on attend dans un réservoir d'eau potable. Mais c'est certainement pas c'est certainement pas un range, une étendue de concentration qui nous permet de bien tester le potentiel de l'aquafluor. Mais tout de même, on voit qu'il y a quand même une certaine relation, une réponse avec des outliers qui ressortent et qu'il faudra investiguer davantage. Ici, on a échantillonné tout un ensemble de lacs près de Québec, différentes eaux, dans le contexte de d'autres études où on a mesuré la réponse de l'aquafluor. Et on voit qu'il y a une réponse intéressante du fluorimètre, mais avec une plus grande variabilité. Et donc, il va falloir avoir un meilleur contrôle puis une qualification de l'assemblage floristique auquel on a affaire. Et pour cela, pour éviter d'avoir à faire des analyses à n'en plus finir au microscope, qui est très, très laborieux, on va travailler avec des cultures de phytoplancton. Donc, on va savoir à quoi on a affaire, des cultures de cyanobactéries, d'algues vertes, d'algues brunes, des dinoflagellés, etc. Donc, on va être en mesure de tester. Et on a commencé le travail d'ailleurs. Et pour ce qui est des mesures de sous-produits de désinfection avec le fluorimètre, eh bien, d'abord, il existe ce qu'on appelle l'absorption différentielle qui est utilisée pour quantifier les sous-produits de désinfection sur le principe que l'absorption de la matière organique dissoute diminue, donc le delta A augmente, avec la chloration lorsque les sous-produits de désinfection sont formés.
Et donc, puisque le FDOM est corrélé au CDOM, donc la fluorescence est bien souvent corrélée à l'absorption de la matière organique dissoute. On voit ici, j'ai mis une figure dans un contexte complètement différent, un ensemble de mares échantillonnées dans l'Arctique. Et on voit qu'il y a une bonne corrélation entre le FDOM et le CDOM, mais quand même passablement de bruit qui est relié à la diversité des assemblages dans les molécules qui génèrent ces groupements de fluorophores ou de chromophores. Et donc, on veut appliquer le même principe de l'absorption différentielle, qu'on appelle la fluorescence différentielle, pour tester le potentiel et les limites de l'aquafluor pour détecter les sous-produits de désinfection et éventuellement fournir une méthode de détection précoce et non une quantification en 100 ans. Donc, ce sont des tests qu'on est en train de réaliser grâce à une collaboration avec Anne Carabin de l'Université Laval qui évalue le potentiel d'utilisation de l'absorption différentielle, notamment sur les eaux potables près de Québec. Donc, c'est en cours. Donc, en conclusion, eh bien, on a pu voir que la matière organique dissoute est relativement faible, mais suffisante pour générer des sous-produits de désinfection dans l'eau potable de certaines communautés. Donc, ça va être vraiment intéressant de faire d'échantillonner un ensemble d'autres communautés, d'augmenter le nombre de mesures, de faire cela sur un suivi saisonnier, de répéter cela le printemps, après des précipitations, etc. On a observé que l'aquafluor semble bien répondre à l'augmentation de la matière organique dissoute. Donc, ce sera intéressant de voir si on peut observer une réponse panarctique où c'est mieux d'établir ces relations à l'échelle locale. Mon téléphone sonne. Ça va être intéressant de regarder quelle est l'influence de la composition de la matière organique dissoute sur cette réponse. On a observé également qu'il y avait une plus grande variabilité pour l'estimation de la chlorophylla, de la biomasse avec l'aquafluor. Il faudra tester ça sur des cultures et en présence de facteurs d'interférence et de continuer à analyser les données pour le canal de phycocyanure. Et finalement, pour l'observation de la fluorescence différentielle permettant de quantifier les SPD, ben, les tests sont en cours, puis on souhaite aussi tester cela sur les eaux nordiques. Donc, je remercie les partenaires des communautés nordiques, Arctic Connection pour la coordination au Nunavut, Kirsty Gurney de Environnement Canada, Marie-Ange Moisan, Roxane Bérubé-Cariswong pour leur aide au laboratoire, l'aide aussi pour les analyses en laboratoire du laboratoire du Grill et de l'Université Laval, et Anne Carabin là, pour les tests sur les eaux dans le sud. Merci de votre attention et ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Surtout que moi, les premiers fluoromètres avec lesquels je travaillais, ça occupait beaucoup d'espace dans un bench de labo. Puis là, je m'aperçois qu'on peut utiliser des tout petits de poche là, pour se promener. Avant, ça aurait été impossible il y a 30 ans. Donc, c'est quand même une bonne amélioration technologique. Moi, j'aurais, avant que les gens commencent à sortir leurs questions, j'aurais une question pour toi. En fait, deux questions. Est-ce que c'est possible avec ces fluorimètres-là d'aller, parce que là, on parlait du visible avec une excitation puis une émission dans le visible. Est-ce que c'est possible d'aller dans l'ultraviolet en bas de 350, en bas de 300? Non, hein? C'est la possibilité qu'on a, c'est sur longueur d'onde-là. Ben, il faudrait qu'il y ait une LED. J'avoue que, alors, celui, le FDOM, c'est 375. Je ne sais pas si ça existe, des LED. Ben, je ne vois pas pourquoi qui émettrait dans l'ultraviolet, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on là, on est dans l'UVA, mais effectivement, il pourrait. Je ne serais pas étonnée qu'il existe des LED qui sont encore plus dans l'UVB, par exemple, mais je ne sais pas. Oui, parce que c'est intéressant pour voir la réactivité, parce que plus que autour de 254, 280 nanomètres, on voit beaucoup de réactivité
Oui, on voit les liaisons réactives, là. oui, c'est ça. Ben, peut-être que sur le site web de Turner Design, ils ont des capteurs pour d'autres choses. Mhm. Il me semble, alors il faudrait peut-être voir, Oui, c'est intéressant. Oui, peut-être que ça existe et que c'est même déjà vendu, de tels fluorimètres pour d'autres applications. ouais, parfait, OK. Il y a Manuel qui voudrait te poser une question. Donc, Manuel, tu peux prendre le Oui, micro. Oui. merci Isabelle de la présentation, très intéressant. Ça regroupe beaucoup de travaux de recherche dans le Nord. Bon, le fait d'utiliser des fluoromètres de poche comme ceux sur lesquels tu travailles, c'est de pouvoir le faire sur le terrain à un coût raisonnable, n'est-ce pas? Et, et la question que je me pose aussi, c'est, alors c'est un commentaire, mais je crois que c'est le principal avantage. Tu as montré qu'au Nunavut, la charge des eaux brutes que tu as étudiée est beaucoup plus élevée. Ça ressemble aux charges des eaux brutes des rivières du Sud, qui sont des sources potables. Par contre, au Nunavut, que les charges, au moins en carbone organique, sont beaucoup plus faibles. Ils ressemblent à des eaux déjà potables. Est-ce que les fluoromètres seraient plus intéressants et plus précis et fiables pour des eaux brutes plus chargées comme celle que tu as étudiée au Nunavut? S'il serait c'est parce que Ah la oui, fluorescence, c'est très, très sensible. Donc, je pense que autant pour les faibles concentrations, peut-être qu'un fluorimètre va avoir un avantage par rapport à un spectrophotomètre parce qu'il va être plus sensible lorsque les concentrations sont faibles, je dirais. Puis pour les ok. fortes, ben, ça semble être linéaire, mais est-ce que c'est ça la question? Oui, c'est ça. En fait, l'applicabilité pour des eaux très peu chargées, même des eaux potables, parce qu'en fait, lorsqu'on utilise le spectrum, c'est sûr que si on mesure le COD sur des eaux potables, c'est, c'est on recèle des variations très faibles. Mais est-ce que le fluoromètre permettrait donc de voir des niveaux de fluorescence très faibles, en fait, et les variabilités qu'il peut avoir dans des eaux peu chargées? Ben, j'ai l'impression qu'à partir du moment qu'on regarde un système en particulier, mais on veut voir comment il change dans le temps, par exemple, ben, j'ai l'impression que les changements, si c'est juste, par exemple, de la dilution qui va faire varier la concentration en carbone organique dissous, j'ai l'impression que ce ne sera peut-être pas tant la qualité, mais que la quantité qui va varier dans le temps. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, la fluorescence risque d'être plus précise pour détecter des petits changements subtils, OK, c'est ça. OK. d'après moi. Et qu'il y a un certain bruit ici qu'on voit dans cette figure, mais qui est peut-être lié au fait que là, on parle de systèmes complètement différents dans des bassins versants avec des inputs parfois de tourbières, d'autres fois plutôt des feuillus. Donc, ben là, ici, on parle juste dans le nord, là, mais c'est ça. Donc, si la qualité de la matière organique dissoute change, ben là, le fluorimètre, je pense qu'il va être sensible pour détecter des différences, mais est-ce qu'il va être capable, comment on va pouvoir la relier à une concentration en carbone organique dissous ou à une Oui, absorption? c'est ça. Là, c'est à vérifier. OK, merci. Donc, merci. Il y a une question de Nicolas Beauchamp de la Ville de Trois-Rivières. Donc, quels sont les paramètres de la FDOM qui seront suivis pour estimer les sous-produits de la désinfection? Donc, il parlait du lambda de l'excitation, lambda de l'émission, etc. Est-ce qu'ils sont différents pour chaque SPD? Je pense. Alors, ce qu'on mesure, ce serait une réduction de la fluorescence ou de l'absorbance lorsque les SPD réagissent avec le chlore. Donc, peut-être qu'il y a certains SPD qui vont réagir plus, qui vont générer une réduction d'absorbance différente. Là, je ne suis pas experte. J'espère que je vais le devenir bientôt. Mais probablement que Manuel pourrait mieux répondre à ça. Mais Juan, mais Mais ça serait à tester. En fait, je pense qu'on ne l'a pas testé, ou tu ne l'as pas encore testé pour des différents types de sous-produits. Là,
tu as des données pour des THM, aussi pour des AHA, mais pas pour des sous-produits, par exemple l'azoté, c'est ça. Donc, c'est à tester. Ouais. Puis On n'a pas la réponse non plus. dans les tests qu'on va faire, on va mesurer tout. On va mesurer directement par les mesures standards tous les SPD. Et puis après ça, on va qualifier la matière organique dissoute avant et après chloration pour voir ce qui se passe et essayer de mieux comprendre. Donc, je pense qu'on va être en mesure de progresser dans la compréhension de ça. J'espère. C'est ce que Nicolas dit. Donc, je comprends que ça reste à définir. Donc, il te remercie. Il y a René. Donc, je ne connais pas son nom de famille. Je m'excuse. Donc, est-ce que cette technique pourrait être utilisée pour suivre, en fait, est utilisée comme marqueur pour suivre l'impact des fertilisants sur les cours d'eau? La fluorescence, les fluorimètres de poche? Mm. Bien, pour quels contaminants? Les fertilisants? Les fertilisants, oui, c'est ça. Est-ce qu'ils fluorescent? Est-ce que vous savez? Dans mon idée à moi, non, pas beaucoup, mais peut-être indirectement, c'est-à-dire l'impact pourrait être mesuré parce que les fertilisants augmentent, j'imagine, la matière organique. Parce qu'il y a quand même de la matière organique, malgré le fait qu'on parle d'azote et de phosphore dans les fertilisants. J'imagine que la question est sur l'azote et le phosphore, mais si on parle de fumier ou de fertilisants organiques, ça peut aider, j'imagine. Est-ce que que c'est à définir, j'imagine. Ça a été étudié pour ce type de... Je ne sais pas. Il faut que ça réagisse. Il faut qu'on puisse observer un changement de fluorescence suite à une réaction chimique qu'on génère. Parce que si la question est sur l'azote et le phosphore, non, n'est-ce pas? Parce que, mais si c'est sur l'épandage de fumier, peut-être oui, parce que ça peut aider, j'imagine. En mesurant la matière organique dissoute. C'est ça, indirectement. Donc, ouais. on peut mesurer les effets de la présence des fertilisants sur les cours d'eau, mais en mesurant la matière organique. Peut-être. J'imagine. Mais ça va rester à définir parce que je vois que c'est une technique quand même qui commence à être utilisée. Hein. C'est quand même assez récent, j'imagine, les fluorimètres de poche comme ça qui sont fiables. Ça fait un bout de temps. Je me souviens, il y a une dizaine d'années certainement que je vois ça sur les comptoirs. Pour la chlorophylla, peut-être plus. Mais ouais, si vous allez sur le site de Turner Design, il y a des études de code, il y a des liens à des études qui ont été publiées aussi. Donc, il y a comme une banque de données, une banque d'articles et d'études publiées. Donc, ça peut être intéressant de voir un peu le potentiel. Oui. Comme tu disais, effectivement, c'est beaucoup plus puissant la fluorescence que la spectrométrie UV visible parce que ça excite à une longueur d'onde puis ça émet dans une autre longueur d'onde. Donc, ça nous permet d'enlever des interférences. J'ai hâte de voir la résolution. Je vais aller voir sur le site la résolution de ces appareils-là aussi, parce que tout dépend de la résolution. En fait, on le voit ici, il ne faut pas se leurrer quand même, puis il faut être vraiment conscient de la limite de l'instrument parce que même si la LED est peut-être une lumière, là, il faudrait voir c'est quoi le spectre de la LED. Est-ce que c'est un pic très pointu? Je pense que les LED ont cette propriété-là d'être assez pointu dans la qualité de la lumière qui est émise. Puis après, mais quand on regarde les filtres, par exemple, c'est plus ou moins 80 nanomètres, puis une bande passante plus grande que 420, mais bon, avec une lumière. Donc, c'est ça. Je pense qu'ils ont joué ici pour la chlorophylla totale. On parle d'un filtre de plus ou moins 130 nanomètres. C'est très précis. Mais la LED, elle, je pense qu'elle est précise. Donc, il faudrait voir l'étendue. Mais il faut être conscient là, de. Ça ne peut pas être la panacée. Non. Drôlement. Notre objectif, c'est vraiment un outil précoce. Donc, ce n'est pas de remplacer les mesures de laboratoire, mais d'avoir un outil sur le terrain, dire oh, OK, là, ça vaut la peine de faire un échantillonnage puis d'aller faire des analyses de laboratoire plus poussées. Je pense que c'est là où ça pourrait être
intéressant. Même dans un contexte de communauté nordique, on pourrait voir une situation où on va, par exemple, la chlorophylla ou le canal de phycocyanine, ben, c'est 0, 0, 0, puis là, tout à coup, pouf, il y a quelque chose qui apparaît. Bon, quantifier, puis partir avec ça, puis faire, peut-être pas, mais dire, ah, là, on va échantillonner, on va aller voir, on va regarder au microscope, on va envoyer un échantillon pour analyse, pour voir s'il y a des cyanobactéries ou si c'est autre chose, ou si c'est une erreur. Donc, c'est pour augmenter le degré de vigilance et l'efficacité de la surveillance, je pense. Donc, Nicolas aurait une question. Avez-vous comparé, ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire, avez-vous comparé les fluorimètres de poche avec le fluorimètre de laboratoire pour comparer les capacités de chacun? Oui, alors l'objectif, là, c'est on fait des mesures avec le fluorimètre de poche, des mesures d'absorbance. Anne a deux spectrophotomètres de poche, je pense, avec différentes cuvettes. Elle a un spectrofluorimètre. On va faire des analyses elle a un spectrophotomètre. On a un spectrofluorimètre. Donc, on va faire toutes les mesures, puis on va comparer, analyser, voir les différences. Est-ce qu'on manque quelque chose? Quelle est l'efficacité? Quelle est la précision des différents instruments? Pour non seulement quantifier les précurseurs, la matière organique dissoute, mais les SPD par absorbance ou fluorescence différentielle. Très intéressant. Donc, il y aurait Christian Bouchard qui aurait une question. Est-ce que les particules interfèrent dans la mesure de la fluorescence? Oui, absolument. C'est pour ça qu'il faut en tenir compte. Peut-être établir qu'à partir d'un certain niveau, il y a un biais, ou encore peut-être établir un facteur de correction. Mais c'est sûr que s'il y a des particules en suspension, la fluorescence, autant la LED qui est claire, le signal va être affaibli par la présence de particules en suspension, mais aussi ça va dévier les photons de tout bord, tout côté, donc il va y avoir une perte. La fluorescence aussi va être atténuée, le détecteur, donc ça va réduire vraiment le signal et peut-être le perturber, dépendant de la nature des particules en suspension, si elles sont chromophoriques, si c'est des particules inorganiques ou détritiques. Ça pourrait transformer le signal. Et donc, tous les phénomènes aussi, comme tu disais, de réflexion, de réflectance qu'on appelle, là, ça peut créer, en tout cas, augmenter artificiellement le signal, pas nécessairement l'éteindre non plus. Oui, c'est vrai. Ouais. On va pouvoir en tenir compte grâce au fait qu'on a le canal de turbidité sur l'aquaflore. Je regardais à ta diapo 17-18, et les mesures que tu as comparées avec l'aquafluor pour la FDOM par rapport, c'est pour tous les sites, ça? Ça, oui, c'est l'ensemble des 6 communautés de la source au robinet. Donc, ici, c'est l'ensemble des points, ouais. C'est en tout cas, c'est une assez belle corrélation parce que on voit que c'est. Parce que normalement, d'un site à l'autre, moi, j'avais fait une étude dans le passé, puis d'un site à l'autre, la corrélation changeait parce que le type de matière organique changeait. Mais en fait, ce qu'on observe, oui, ce que tu dis est vrai. Ici, ce qu'on voit, c'est une augmentation du CDOM sans pour autant que le FDOM change pour une communauté donnée. On dirait que c'est ça qui se passe un peu. Hein? Donc, c'est pas... il va falloir aller un peu plus loin pour bien comprendre ce qui se passe, parce que si on était pour une communauté de données, puis on voulait voir comment ces DOM augmentent, ben, on aurait pris juste une banque de données. Ben là, ça n'aurait pas marché, n'est-ce pas? On voit que c'est plutôt plat. Mais quand on regarde l'ensemble des données, on voit quand même que la dispersion n'est pas si large. Là, tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, on voit par exemple que pour la même communauté,
la variabilité est faible probablement parce que la variabilité de la source au robinet des précurseurs de sous-produits est aussi faible. Bon, on le voit pour Kanji, en Nunavik, parce qu'il y a très, très peu de matériaux dans les calots bruts et il y a encore moins, probablement le même ordre de grandeur à l'eau traité. Mais comme on change de communauté, alors effectivement, comme dit François, chaque communauté a des sources différentes et la corrélation est très bonne de communauté en communauté. Mais est-ce que c'est assez sensible pour détecter des variabilités? Bon, c'est une bonne question. L'avenir va nous le dire. Oui, puis ça va être intéressant parce que là, c'est de la source au robinet et c'est pas une variation au fil de la saison. Temporelle, c'est plus, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a une réaction peut-être, il y a une réaction avec la chloration qui peut-être amène cette réponse-là, je ne sais pas. Probablement. Je pense que Nicolas avait une sous-question, François. Nicolas? Sur la comparaison avec les... Oui, ça s'est fait. OK. Oui, c'est fait. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Les questions ont toutes été répondues. Donc, donc, la chloration n'affecterait pas la FDOM. Oui, c'est ce qu'on pourrait supposer ici. Oui. Et il y a, dans les communautés, il y a probablement des niveaux de chloration très différents, mais il y a aussi de UV dans certaines communautés, n'est-ce pas, des rayons UV. Oui. C'est intéressant de regarder au niveau théorique. Je vais être vraiment intéressé de voir vos prochains résultats, parce qu'effectivement, si l'excitation se fait dans le visible, puis la mesure dans le visible, bon, ça veut dire que c'est des sites qui ne sont pas très réactifs pour le chlore. Donc, peut-être pour ça que ça ne varie pas tellement, tandis que le sédum à 320, ben lui, il est dans le UV, donc c'est des sites où ce que le chlore peut aller agir. Donc, il est plus sensible à la chloration. Et puis là, c'est intéressant. Pour l'ensemble de ces points-là, on a fait des matrices excitation-émission. Donc, on attend d'avoir les résultats. Pour la pandémie, elle nous en fait suer pas mal pour l'accès aux données, mais on espère pouvoir avoir une bonne caractérisation des composantes de fluorescence. Est-ce que ça change de la source au robinet? Ici, une question complémentaire pour Christian, de Christian. Donc, est-ce que la FDOM différentielle va fonctionner dans ce cas? Donc, s'il n'est pas sensible, si elle n'affecte pas la FDOM, la chloration, est-ce que la FDOM différentielle va fonctionner? La chloration, il y a juste la source, les autres sont chlorés. C'est ça. Ça a été mesuré beaucoup plus tard. Donc, ce n'est pas une mesure tout de suite après chloration. OK. Je pense qu'il y a un délai dans le temps là, qui peut-être... il faut réfléchir. Vraiment, je n'ai pas pu le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être, Isabelle, dans le cas de la communauté que tu montres, le carré marron, là, en bas, c'est parce que la FDOM est très faible à l'eau brute de toute façon. Mais tu vois, par exemple, la suivante, ce qui est en jaune, il y a une diminution de la FDOM de la source au robinet quand même. Si tu vois au dernier, il y a quand même une diminution. Et dans les autres, il y a des variabilités quand même. Il y a une petite diminution, oui, c'est ça. Il faut identifier les points et tout ça. Ouais. S'ils sont dans l'ordre, il faudrait voir s'ils sont dans l'ordre. C'est sûr qu'à Kanji, dans le carré, non. Parce que déjà, le FDOM est très, très faible à l'eau brute, probablement. Puis là, on regarde un range assez grand, mais peut-être qu'à petite échelle, si on a une bonne sensibilité, puis qu'on expand l'échelle, puis qu'on répète, puis on le fait de façon systématique, toujours avec le même délai, etc., peut-être moi, en tout cas, j'ai bon espoir. C'est pas en regardant ça que je me décourage du tout, du tout. Non. En effet. Okay. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc,
il va me rester seulement à remercier les gens d'avoir assisté à la conférence aujourd'hui. Donc, merci à tous et à toutes puis merci surtout à Isabelle de nous avoir présenté cette très belle conférence. Puis je m'aperçois que les techniques que j'utilisais quand j'étais plus jeune ont changé pas mal aujourd'hui. Ça fait qu'il y a une évolution certaine. Donc, on vous invite pour la dernière, donc la prochaine visioconférence qui va être la dernière, qui va avoir lieu le 9 juin, en plein mois de l'eau, qui a été décrété par l'Assemblée nationale et qui va être donné par M. Benoît Roig. Et le titre de sa conférence va être, c'est un titre qui est temporaire, il devrait me donner un titre plus définitif, eau potable et contaminants émergents. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit au mois de juin, donc le 9 juin prochain. Moi, ça se peut que je ne sois pas là, donc ça se peut que ce soit Manuel qui anime. J'ai une réunion qui a été convoquée d'urgence. Donc, merci beaucoup, tout le monde. Merci Isabelle, merci François. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.